La matière, c'est ce qui borde l'espace. Et l'espace est le fait de l'architecte. Le dessin est aussi le fait du peintre. Les choses à deux dimensions, le peintre s'en occupe, le volume, le sculpteur s'en occupe. Mais le vide, il n'y a que l'architecte qui s'en occupe. Et donc cette matière qui est en même temps volume, qui borde cet espace, a un statut très particulier. La matière ici, c'est par définition la non-matière, puisque ce qu'on cherche, c'est pas de la matière, mais de la lumière. Et de la lumière naturelle, en très grande quantité, et non abîmée. De la lumière naturelle qui permet de garantir le plus haut indice de rendu de couleur. Nos ancêtres ne pouvaient pas imaginer autre chose. Mais le XXe siècle, ayant tellement été abîmé par les verres à couches, et ça n'a rien à voir avec Pampers, pour améliorer les performances énergétiques des bâtiments, soi-disant, qu'on en a simultanément réduit la transmission lumineuse et surtout réduit l'indice de rendu de couleur. Donc, dans un immeuble de bureau normal, il est tout à fait accepté par la plupart des gens de n'avoir qu'un indice de rendu de couleur de 60%. L'épopée relative à la matière est intimement liée aux révolutions industrielles successives. La première et surtout la seconde. La première a plutôt permis à un artisanat inspiré de s'épanouir. La seconde, et donc, certes, il y avait des productions industrielles, mais la seconde révolution industrielle s'est caractérisée par la production de masse, rendue nécessaire par, non pas un peu par la Première Guerre mondiale, mais surtout par la Seconde. On a tellement cassé qu'il fallait produire vite et beaucoup. Et finalement, alors que c'était peut-être légitime pour les pommes de terre, ce l'était moins pour le béton. Et les architectes ont fait la même chose qu'avec les pommes de terre. On a construit vite et beaucoup, et sans beaucoup réfléchir. Et il faut se rappeler, parce que maintenant nous sommes au début d'une troisième révolution industrielle, il faut se rappeler de la précarité de l'outil de calcul. Quand on imagine ce avec quoi les bâtiments étaient calculés encore dans les années 50, c'est inimaginable pour un jeune architecte ou un jeune ingénieur maintenant. Hein. Ça avait des qualités aussi, c'est autre chose. Mais donc, le calcul était incomplet, imparfait, la machine industrielle gourmande, et on a donc, la seconde moitié du XXe siècle, gaspillé la matière à outrance. Cet héritage mal construit, très mal construit, je ne dirais pas avec cynisme, mais avec une désinvolture très années 50, quoi, très 60s, est un héritage lourd pour nos enfants. Et c'est là où cette histoire de démocratie peut basculer. Comment maintenant faire des bâtiments bien plus respectueux des cinq sens, de l'âme et de l'esprit, hein, ne laissant aucune trace environnementale, ça ne se discute pas, mais c'est pas dans la carrosserie que ça joue, hein, c'est dans le moteur. Hein. Alors, évidemment, je suis mal parlé pour en parler ici, puisque la carrosserie ici est une partie du moteur. On a mis le moteur à l'extérieur. Hein. On peut dire donc qu'il n'y a pas de carrosserie ici. Tiens, à propos, elle ne réagisse pas bien, hein, parce que normalement, elle devrait de nouveau être horizontale, c'est ce qui caractérise les Golo-Golawa et toute la bande d'amis que nous formons, c'est que nous nous occupons du moteur et pas de la carrosserie. Et il est pathétique de voir combien, pour le moment, l'effet de manche en matière de développement durable se fait dans la carrosserie. Attention, les Américains de Détroit ont vu ce que c'était chez General Motors s'occuper trop de la carrosserie. Donc il faut plus s'occuper du moteur. Et donc, voilà, fatalement, la carrosserie est faite de matériaux et on voit cette débauche maintenant de formes sans aucune signification, mais qui n'ont de raison d'être que de montrer la maestria de ce qu'une machine-outil peut faire, parce que, on va s'y tromper, ces architectures d'hybridité et formelles n'ont rien à voir au talent et à la maîtrise du crayon par un architecte. Elles ont à voir avec la force de frappe et l'intelligence des machines. Attention aux robots. Et je dis attention aux robots dans le sens positif et négatif. Utopie ou dystopie, les deux. Hein, c'est-à-dire que le robot qui prend de plus en plus de place dans le monde de la construction est évidemment un bienfait. Mais attention de ne pas l'utiliser de manière maléfique
Hein, et ça, fatalement, ce danger est très grand. Mais ce n'est pas le scientifique qui va être le chien de garde, mais ça va être l'humaniste. Ce que je crois que la science, le développement de la science va imposer, c'est un redéveloppement d'une moralité, de la moralité. Je lisais ce petit bouquin sur le dandysme. Hein, eh bien, la base, c'est le beau. Peut-être que la quête du beau est une des pistes, un des garde-fous à la technologie folle. Là, on est sûr d'arriver dans une dystopie terrifiante si le sociologue, le philosophe, l'historien ne sont pas là pour observer et guider et témoigner. Hein, et c'est pour ça aussi que les élections sont utiles. Je regarde mon côté docteur Folamour, là. Hein, je ne comprends pas pourquoi elles ne répondent pas à mes instructions correctement, ces ventelles. Hein, là, donc, ces ventelles suivent. Donc, vous avez vu, il y a 8 ventelles qui suivent le mouvement, et puis il y a les 4 ventelles supérieures qui servent de tagère à lumière, pour envoyer la lumière. Hein, qui bougent aussi, quand il fait très chaud, elles se ferment aussi. Et donc, on a fait on a programmé, donc on a sur la toiture un héliostat qui suit le soleil et la luminosité, un thermomètre et un anémomètre pour connaître la vitesse du vent aussi. Et alors quand le soleil va et disparaît comme ça, l'ordinateur s'affole parce qu'il ne sait plus s'il doit bouger ou pas. Donc là, il s'est mis en position raisonnable, il a prédit que le soleil allait revenir. Hein, et donc là, il se met au calme. Mais donc, si chaque fois qu'un nuage passe, ça doit se mettre à bouger, ça serait impossible. Et d'où la difficulté du réglage et du bon entendement. Hein, et on se retrouve dans les ressources humaines. Donc là, l'informatique, tout ça, ça marche génialement bien. Mais le juriste doit intervenir. Le juriste de la cohabitation ici, et ça a fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois, et tout le monde a eu son mot à dire. Donc on a décidé que lorsque la température est inférieure à 10 degrés, elles étaient ouvertes pour bénéficier des apports solaires. Mais que les ventelles se fermeraient lorsqu'on aurait plus de 15 000 lux. Hein, et puis on a trouvé, je ne sais plus quoi maintenant, mais il y a encore une zone dont on ne sait pas encore vraiment l'équilibre profond. Mais donc tu vois combien le sociologue, l'homme des ressources humaines, l'humain tout simplement, est à la manœuvre. Et l'ordinateur, la technique est au garde à vous. Et il s'agira que les cerveaux moteurs qui font bouger ces ventelles répondent au doigt et à l'œil à ce que l'humain veut. Hein, donc c'est en effet une démocratie, un humanisme plus subtil, mais ne nous en plaignons pas, quoi. Je veux dire, quand on a appris à faire du feu, c'était mieux que de manger cru. Hein.